Le dit ne va pas sans dire. Une émission proposée par Michel Fournier. Vous écoutez Radio Pinode, cette 8e émission sur les disques compte ce projet. Reçoit aujourd'hui Mercedes Erhardt, je l'ai bien prononcé ? Oui. Et je donne la parole à Michel pour nous présenter notre invité. Bonsoir à toutes et à tous. Alors bonsoir Marie-Mercedes Erhardt. Vous êtes infirmière et docteur en sciences de l'éducation et vous vivez et travaillez à Mulhouse. Je vous ai invité aujourd'hui parce que vous avez un parcours personnel, professionnel et intellectuel riche en contenu et en ténacité. Parcours rempli d'un désir très fort. En effet, vous êtes arrivé en Alsace à l'âge de 8 ans, en provenance d'Espagne, et avez connu une scolarité difficile du fait de cette immigration. Vous nous direz en quoi. Vous avez obtenu un diplôme d'aide-soignante à 19 ans, puis d'infirmière de secteur psychiatrique quelques années après, et avez repris des études universitaires bien plus tard, après beaucoup d'années en poste dans un hôpital psychiatrique, jusqu'à l'obtention d'une thèse en sciences de l'éducation soutenue en 2018 à l'âge de 60 ans. Thèse au titre particulièrement pertinent que je vous laisse nous préciser si vous voulez bien. Quand le sujet est aliéné au désir de l'autre, échec dans les apprentissages, impossible à dire, impossible avec un UN devant. Avec l'équivoque de impossible, de l'impossibilité. De l'impossibilité. Alors tout ça a titillé mon oreille de psychanalyste et a fait écho à un concept avec lequel nous travaillons quand on tente d'entendre l'inconscient, celui de l'entre-deux. C'est quelque chose qui s'est retrouvé un petit peu comme un fil rouge dans beaucoup d'émissions. Dans votre cas, entre deux pays, entre deux cultures, entre deux langues et entre plus d'une émotion, étalée sur toute la palette des sentiments, du bonheur à la peine. Affect que ressentent si souvent les personnes arrachées à leur terre d'enfance et transplantées ailleurs. Cet entre-deux implique d'emblée l'existence d'un écart, d'un espace, d'un jeu, comme on dit quand il y a du jeu dans un mécanisme. Ce jeu-là préfigurait-il déjà chez vous de futures interrogations via l'équivoque française du jeu JE ? Là aussi, vous nous en direz peut-être quelques mots. Cet écart est un effet combiné de la prise des êtres humains dans la parole, dans leur imaginaire et dans une réalité qui n'arrive jamais à la cheville de nos idéaux. Et à la différence des animaux ou des systèmes numériques qui fonctionnent sur un mode binaire de signification univoque, nous sommes soumis, du fait de ce triple registre symbolique, imaginaire et réel, à une logique ternaire et non pas binaire, une logique plurivoque, c'est-à-dire qui va dans plein de sens en même temps, dite du signifiant. Et l'écart dont je parle ici implique de fait la notion d'une séparation. Et cette séparation est radicale, au sens où le philosophe grec Héraclite énonçait il y a bien longtemps qu'on ne pouvait pas se baigner deux fois dans la même eau d'une même rivière. Chaque parole, chaque seconde même, sont radicalement et définitivement séparées des précédentes. Chaque chose que nous regardons nous parvient ainsi avec un délai, certes un délai infinitésimal, en tout cas sur Terre, mais qui nous oblige à nous voir toujours que dans le passé, et qui empêche que 1 + 1 fasse 1. Cette séparation radicale, cet écart, peut pourtant comme s'effacer par la magie que nous permet le langage, dans une illusion de retrouvailles. La parole nous permet ainsi d'entretenir des connexions avec des personnes, des lieux, des époques passées, par l'intermédiaire de toute une série de représentations et de métaphores. Alors, quel lien avec vous, Madame Erhardt ? Eh bien, le lien, qu'en vous écoutant raconter votre parcours, votre vie, je me suis dit que c'était une belle illustration de ce que pouvaient être habiter les mots. Et ça ne m'étonne pas que vous puissiez captiver, intéresser et stimuler autant vos étudiants. Avec vous, et pendant 3/4 d'heure, et je sais déjà qu'ils ne suffiront tout juste qu'à initier la réflexion, nous nous interrogerons entre autres sur la question du désir, écrit au singulier en tant que concept,
ce qui nous amènera forcément à parler de cette spécificité humaine qu'est l'existence de l'inconscient dans nos pensées, et à évoquer la psychanalyse, également un référentiel majeur de votre vie et de votre travail, comme pouvant être un timon capable de donner un cap aux frêles coquilles de noix de nos existences, ballottées dans des flots tumultueux des rivières de nos vies. Alors nous aborderons tout cela, et aussi un autre axe important qui vous tient à cœur, c'est celui des groupes d'analyse de pratique, les GAP, dont un clin d'œil humoristique avec l'anglais signifie aussi écart, un gap. Alors Madame Erhardt, l'humain est-il donc un animal porteur d'une incomblable faille qui lui lézarde le corps et les pensées? Peut-il faire autre chose que d'en pâtir? Et accepteriez-vous de nous parler un petit peu de vos propres lézardes, de ce qu'elles vous ont appris de la vie et à quel rebondissement elles ont conduit? Alors bonsoir et merci de m'avoir invité à l'émission. Oui, bien sûr, je vais essayer de raconter un petit peu mes lézardes. Et commencer par vous dire qu'effectivement, comme vous l'avez rappelé, je suis venue en France à l'âge de 8 ans. Un âge particulier pour un enfant, parce qu'il est déjà pris dans une scolarité, dans une socialité, enfin dans une socialisation, avec les amis d'école. Voilà. Et donc tout ça vient lézarder, un psychisme, bien sûr, d'enfants notamment. Oui. Quitter un pays, c'est, comme vous l'avez dit aussi, c'est quitter une langue. Et en l'occurrence, pour moi, il s'agissait de quitter 2 langues, le catalan, ma langue maternelle, et le castillan, qui était la langue à l'époque parlée. Je rappelle quand même qu'à l'époque, nous étions sous la dictature de Franco, et donc le catalan était interdit. On ne le parlait qu'à la maison, ou entre amis. Donc, quitter cette langue, c'était aussi un moment très pénible parce que justement, c'était aussi revivre un interdit, comme un interdit. L'interdit de parler le catalan, il y avait de nouveau l'interdit de parler non seulement le catalan, mais le castillan. Et c'était pas vraiment un interdit, mais je le vivais un peu de cette façon-là, puisque pour m'intégrer le plus vite possible et avancer le plus vite possible dans ma scolarité, il fallait bien en passer par le français et bien mettre de côté, peut-être pas oublier, mais mettre de côté mes langues d'enfance. Voilà, il y avait aussi, comme vous dites, un entre-deux. Mais avant de vivre cet entre-deux, il y avait le réel. Il y a eu un réel, cette coupure. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Une coupure dans le réel. J'ai encore parfois des accents qui viennent catalans, je les entends. Une coupure. Et avant de vivre aussi les échecs scolaires, comme des opportunités, je les ai d'abord vécus vraiment comme des blessures. Vraiment. Et ce moment de vie m'a propulsée dans une dépression au sens météorologique. Je ne sais pas si vous voyez, une dépression, c'est vraiment... un creux. Un creux. C'est vraiment, oui, vivre quelque chose de difficile. En psychologie, on dirait une dépression. Et cette dépression, effectivement, m'a amenée à une régression. Comme toute dépression, voilà. Et donc cette régression était un repli défensif, hein, pour amortir peut-être. C'est ça. Peut-être pour préparer la maturation. Enfin, il y avait effectivement peut-être un temps de maturation nécessaire, et donc ça passait par cette régression. Et cette régression était d'autant plus effrayante que il m'arrivait en rentrant de l'école de ne plus trouver les mots pour m'adresser à mes parents, pour parler à mes parents. Voilà, le mot ne me venait pas. Pour une petite fille de 8 ans, je peux vous dire que c'est un moment un peu suspendu, un peu étrange. Un effroi. Un effroi, oui. Peut-être, on peut le dire comme ça. Vous parliez de météo, je me disais que venant d'un pays chaud, ça pouvait être tout à fait. Un chaud et froid. Oui, un chaud et froid, oui, absolument. Mercedes, est-ce que
cet état de dépression météorologique, ça s'apparente au deuil d'un chez-soi. Ah oui, je pense qu'il y a du deuil, bien sûr. Il y a du deuil et peut-être même de la mélancolie. C'est le Heimweh. C'est ça. Ouais. Qui est enfin, pour moi indissociable du deuil. Oui. Il faut renoncer. Et quand le renoncement est trop long, le chant de la mélancolie s'installe. Oui. Mais je ne sais pas s'il y a un temps pour le deuil. Je crois que chacun vit ce moment-là, vit le temps qu'il lui faut pour le deuil. Enfin, voilà. Pour moi, c'était comme ça. Et ce qui m'a un peu raccroché aux branches, eh bien, ce sont effectivement les mots. La curiosité des mots. Le jeu, comme vous dites un peu aussi, c'est peut-être ce qui m'a permis de prendre de la distance. J'entendais le mot, par exemple, ya en alsacien. C'était étrange parce que en catalan, ya, c'est la grand-mère. Donc ça me faisait un peu... ça faisait du jeu. Ça faisait peut-être ce début d'écart, cette possibilité un peu de pouvoir en rire de cette situation. Écart qui en même temps certainement était nourrissant, mais qui en même temps était probablement inquiétant, dans cette espèce d'étrange... d'inquiétude, d'étrangeté, comme ça, dont on a déjà parlé à d'autres reprises. Mais Mercedes, ce n'était pas seulement dans le français que vous arriviez, c'était aussi dans l'Alsace où tout le monde... Je viens de réaliser, il y a pas tout à fait 60 ans, mais bientôt, une culture mulhousienne où dans les magasins, dans la rue, au marché, tout le monde s'exprime en alsacien. Absolument. Et le français est à l'école. Donc, ce n'était pas seulement perdre deux langues, c'était se retrouver dans deux autres langues. Absolument. Et c'est vrai que l'histoire de l'Alsace ressemble un petit peu à l'histoire de la Catalogne. C'est peut-être ce qui nous a permis aussi de nous familiariser avec cette région plus rapidement. On a retrouvé beaucoup de similitudes, effectivement. Alors, une fois qu'il y a eu cette première approche comme ça, cette... différence de sonorité. Après, il y a eu aussi la constatation que même dans le français, dans la langue française elle-même, il y avait je découvrais que les mots pouvaient dire la même chose. Par exemple, une mouche et il se mouche. Et je trouvais ça extraordinaire, alors que j'avais dû faire certainement la même découverte à Barcelone, quand je commençais à apprendre le catalan. Eh bien, c'est là que j'en ai pris conscience et que je m'en suis amusée. Alors, peut-être l'opportunité, peut-être que le côté positif est venu de ça. Ces deux autres langues, enfin l'alsacien si on peut dire que c'est une langue, l'alsacien et le français, sont venus rajouter à ce jeu, à cet écart, enfin quelque chose qui a permis d'entendre peut-être et de m'intéresser tout doucement aux mots. Voilà. En vous écoutant, me vient l'idée d'un puzzle. C'est-à-dire des pièces comme ça qui pourraient être un petit peu recombinées, mises à d'autres places, même si elles ne vont pas tout à fait, mais qui pourraient contribuer à faire une image globale qui pourtant montre parfois des écarts, ou des choses qui ne sont pas réellement ou totalement à leur place. Oui. J'aime beaucoup d'ailleurs faire des puzzles. Voilà. Et puis après, il y a eu ces mots, ce jeu avec les mots. Et puis, il y a eu les histoires. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu une institutrice qui aimait beaucoup raconter des histoires. Et elle le racontait avec une telle intonation. Elle y mettait tellement du cœur. Enfin, j'avais l'impression qu'elle essayait vraiment, par tous les moyens, d'amarrer tous les enfants qui pouvaient être un peu perdus, dont moi qui me sentais complètement perdue. Donc les histoires sont venues certainement aussi me donner le goût d'apprendre, de comprendre ce qu'elle disait. Certainement aussi parce que ça faisait écho avec les histoires que nous racontait ma mère. Ma mère racontait beaucoup d'histoires. Elle y mettait aussi des tonalités. Enfin, elle y mettait aussi beaucoup de cœur, beaucoup d'émotions. Et je pense que c'est aussi une des choses qui m'a permis d'être amarrée et d'apprendre, de continuer et d'avancer. Je me demandais si finalement les difficultés du parcours scolaire que vous nous esquissez là, dans quelle mesure il a pu orienter votre attrait, votre direction vers les métiers du soin? Alors, pour ça, il y a quand même déjà un avant. Enfin,
Mon prénom est particulier, Mercedes. En catalan, il se dit Mercè. Et Mercè, signifie le service, l'aide, mais dans un sens de compassion. Donc bon, voilà, je suis déjà marquée dès mon enfance par un prénom qui peut-être indique une direction. Enfin, je ne sais pas si à l'époque j'en avais conscience, mais je me suis rendu compte de ça. Et d'ailleurs, historiquement, en fait, ce fut parce qu'il y a eu, il y a très longtemps, il y a eu à Barcelone un problème de santé, un problème sanitaire qui s'étendait dans toute la Catalogne. Et donc les Barcelonais, pour éradiquer ce problème sanitaire, se sont mis à prier la Vierge de la Mercè. Et donc, effectivement, ce problème a été écarté et le pape a reconnu la Mercè comme la patronne de la ville, de la cité. Donc, c'était aussi très fièrement que je portais ce prénom. Hein. Ce qui évoque d'ailleurs, enfin ce qui se retrouve quand on dit être à la merci de quelqu'un ou de quelque chose. C'est ça, on retrouve un peu cette racine. Cette racine, tout à fait. Alors ce qui m'a aussi conduit, je m'éloigne un peu de la question, mais ce qui m'a conduit aussi vers cette profession, c'est certainement aussi les mots distillés par mes parents, mon histoire familiale, le fait que mon père a été très très souvent hospitalisé et qu'on allait très souvent le voir, et par le besoin certainement aussi de me réparer. Alors, c'est drôle parce que je dis me réparer, et là, au lieu de me soigner, et là, j'entends un peu une blessure narcissique liée à mon prénom. Hein. Quand j'étais en Espagne, ce prénom avait de l'allure. Enfin, le prénom complet, là, pour le coup, Mercedes, c'est Mercedes, ça, c'est à celui-là que vous faites référence. Oui, tout à fait. Il avait de l'allure, j'étais fière de le porter. Arrivé en France, c'est le nom d'une chose, d'une voiture, Mercedes. Eh oui. La dégringolade a été terrible. Mais une voiture de luxe. Merci. Mais, oui, merci. Mais une voiture tout de même. Et donc le choc était aussi violent. Et je le retrouve dans mon discours parfois. Hein, voilà. Et donc ce prénom, oui, montre aussi... Enfin, quand j'entends dire réparer au lieu de soigner, j'entends justement cette blessure, hein, qui est cette blessure narcissique qui apparaît. Hein. Pour en revenir au choix du métier aussi, comme il s'agissait de blessures psychiques, eh bien c'est tout naturellement plutôt vers les métiers de la psychiatrie, infirmière, mais de secteur psychiatrique que j'ai choisi. Voilà. Et si nous écoutions de la musique ? Alors, je vous propose de découvrir... Nous sommes à ta merci. Je vous propose de découvrir une adaptation des variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach par Dmitri Sitkovetsky, j'ai réussi à le dire. Il a fait une adaptation pour violon, alto et violoncelle, et c'est le String Trio qui enregistre ce morceau en 2015. Nous allons entendre une captation de répétition.
Nous recevons donc ce soir Marie-Mercedes Erhardt, infirmière en secteur psychiatrique et docteur en sciences de l'éducation à Mulhouse. Je reprendrai sur la question dont vous nous parliez juste avant ce super morceau, qui est celui de la réparation dans le soin, et peut-être plus du côté psychique que du côté purement organique. Et je me demandais la question de la victime, en fait. Quid de la position de victime, puisqu'on parlait jusqu'à maintenant des échecs scolaires, par exemple, et en quoi ils pouvaient s'avérer être des opportunités pour rebondir, le temps qu'une maturation ultérieure puisse apporter des fruits. Et donc, quid d'une position de victime qui m'évoque la formule de Sartre qui disait « On n'est pas responsable de ce que les autres ont fait de nous, mais on est responsable de ce que nous faisons de ce que les autres ont fait de nous. » Alors, c'est vrai que jusque-là, et peut-être encore maintenant, j'étais dans une position de victime. C'est une position très forte, confortable, rassurante. Vous savez, la phrase « Je n'y suis pour rien dans ce qui m'arrive, tout est de la faute de l'autre ». J'étais dans la caverne dont parle Platon, à l'intérieur de laquelle on croit que ce qu'on veut bien nous montrer, et c'est tout. On ne veut surtout pas de la lumière qui fait mal aux yeux ou mal à la tête. Alors, la lumière en métaphore de la réalité, au fond. Oui, la lumière, et de la connaissance. Et de la connaissance aussi. Oui, je verrais ça comme ça. Alors que faire le chemin de la remontée, eh bien, c'est accepter de perdre nos représentations premières, nos illusions. L'éclairage nous demande de réfléchir, de questionner, de s'opposer, d'avoir un autre avis, une autre orientation, de risquer de faire des choses qui ne plaisent pas à tout le monde, de ne pas être aimé même, d'assumer nos responsabilités, d'être un sujet animé d'une pensée et d'un jugement qui nous sont propres. Quand je dis ça, je pense à Hannah Arendt. Et pour lutter contre la banalité du mal, c'est vraiment ça, c'est devenir sujet que sortir de cette caverne, même si ça coûte. Et puis c'est passionnant, sortir de la caverne, découvrir, c'est passionnant, c'est vivifiant. Et c'est à ce prix qu'on peut peut-être transmettre quelque chose, des connaissances, voilà, ce qu'on peut observer, ce qu'on peut entendre. Et puis on gagne aussi une liberté, la liberté de penser, d'agir avec des valeurs humanistes pour se conduire avec sagesse. Ça, c'est les philosophes qui me l'ont appris. Dans la vie privée, mais dans la vie publique aussi. Et sortir d'une pensée, comme vous avez dit, une pensée binaire, une pensée totalitaire. Et comment on interroge finalement cette position de victime? Comment on la mobilise, on la déconstruit? Alors, moi, je dirais que c'est peut-être... c'est pas évident parce qu'elle est très confortable. C'est peut-être mes études. Alors, peut-être pas les études d'être soignante tout de suite, parce que là, on s'interroge pas trop sur cette place de la victime. On plaint tout le monde et on reste dans cette position de victime. C'est plutôt mes études à l'école infirmière de psychiatrie où j'ai entendu parler pour la première fois de Freud et de sa théorie de l'inconscient, qui ont commencé à me questionner. Cette théorie qui a commencé à me questionner. À tel point d'ailleurs qu'un jour, j'ai même failli avoir un accident, tellement j'étais prise dans mes pensées, dans mes réflexions, dans qui je suis, où vais-je, dans quelle étagère, enfin bon, un peu tout ça. Donc c'est peut-être, oui, en lisant, en découvrant des lectures, en apprenant des choses, qu'on peut sortir peut-être de cette position de victime. Qui nous amène à une interrogation, qui nous amène à repenser les choses autrement. Ça me revient en tête une formule que vous repreniez aussi de Charlotte Erfray, cette psychologue et psychanalyste strasbourgeoise. Pour oser risquer son désir sans crainte, il faut être prêt à perdre. Et c'est une phrase que j'ai fait mienne, vraiment. Et oui, il faut être prêt à perdre. De toute façon. Y compris perdre cette position de victime qui, en apparence, pourrait paraître détestable et que personne voudrait. Et pourtant,
il y a aussi là en dessous la question des bénéfices secondaires, c'est-à-dire ce qu'on peut récupérer de cette place. Et donc ça, il s'agit de le perdre au profit d'autre chose, quoi, qui c'est un peu à qui perd gagne. Oui. Et sinon aussi, la question, ce que j'ai interrogé à ce moment-là, pendant mes études aussi, c'était mon désir. Quel était mon désir aussi, ça, c'était important et ça n'a pas été un travail facile. Parce que dans un premier temps, j'étais persuadée d'être dans mon désir, dans tout ce que je faisais, alors que petit à petit, je découvrais que c'était plutôt le désir de mes parents, le désir de ma mère. Et donc, c'est vrai que on peut prendre appui sur le désir de ses parents dans un premier temps, mais justement pour sortir un peu de cette aliénation, eh bien il faut se chercher, il faut savoir un petit peu laisser tomber aussi des idéaux, faut laisser tomber peut-être aussi l'amour maternel inconditionnel, enfin faut laisser tomber beaucoup de choses, oui, pour arriver à... Non pas pour se dégager d'un désir, au fond, mais pour pour le déparasiter de ce qui peut l'encombrer en termes d'aliénation à l'autre, quoi. Oui, quelque chose qui nous empêche d'avoir notre propre existence. C'est ça. En fait. Et alors, ce qui m'a aussi aidée, c'est qu'à ce moment-là, j'ai pris conscience qu'il fallait que je fasse un travail, une psychanalyse. La formation m'a amenée aussi à interroger, à poser cette question. Ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai commencé à partir de ce moment-là un travail d'analyse. Alors ce travail passe forcément par beaucoup de mots, beaucoup de temps, beaucoup de mots MAUX aussi, parce que ça suscite l'une ou l'autre crispation ou symptôme. Et je me posais la question du jeu, puisqu'on a parlé du jeu dans son écriture JE, mais aussi dans le jeu JEU. L'humour, la place de l'humour, et pourquoi pas aussi le théâtre en tant que mise à distance de ce que Freud appelait tasting, la chose, cette espèce de chose centrale comme ça qui semble un petit peu fonctionner comme un aimant dans nos vies. Et donc ces techniques-là, enfin le jeu, l'humour, le théâtre, comme pouvant maintenir un écart, maintenir du manque, et donc susciter du désir. Est-ce que tout ça, ça vous parle comme ça aussi? Ah oui, d'autant que à l'époque, quand j'ai fait ma formation à Rouffach, donc ma formation d'infirmière en psychiatrie, nous avions l'opportunité de suivre beaucoup de formations. Et parmi ces formations, moi j'ai été très intéressée par la dynamique de groupe et le psychodrame. Donc le jeu, la mise en jeu de situations vécues difficilement. Et c'est vrai que d'expérimenter ce type de thérapie m'a vraiment permis d'exprimer des émotions, de les mettre à distance aussi, de voir peut-être l'écho qu'elles recevaient me permettait aussi de les entendre ou de vivre ces moments difficiles autrement. Donc c'est vrai que cet espace de jeu a été pour moi vraiment un moment très fort, très très fort, de mise à distance et de compréhension de situations. Alors j'imagine que le théâtre doit pouvoir procurer la catharsis, quoi. C'est ce qu'on appelle la catharsis au théâtre. C'est de pouvoir faire exprimer justement toutes ces émotions qui ne s'expriment pas facilement, qui ne se disent pas facilement. Oui, un flux finalement. C'est ça. C'est ça qui provient du mot catharsis, qui a donné la cataracte aussi. C'est une espèce de un flux comme ça, une grande cascade d'émotions. De rire, de pleurs, enfin vraiment c'était une expérience intéressante. Et de pouvoir à ce moment-là emmener tout ce matériel-là ensuite en analyse pour le travailler. Absolument. Et voir en quoi il s'articule à votre histoire. Oui, en rester juste au psychodrame, c'est très intéressant, mais c'est vrai que ça nécessitait vraiment une reprise par après, pour à nouveau, peut-être plus de façon lacanienne après, d'entendre dans les mots, dans ce qui pouvait se dire, ce qu'il y avait encore dans le discours.
On revient à cette place de la sonorité même, et des langues. Oui. C'était, oui, le moment peut-être un peu plus frustrant au psychodrame, c'est ce manque comme ça de... il y avait moins la place pour entendre les mots. Voilà. C'était plus les ressentis. Alors, je ne suis pas spécialiste du psychodrame, j'en ai jamais fait, mais ce qui m'interpelle, c'est son appellation, justement. Pourquoi le drame? Avez-vous une idée de pourquoi c'est appelé comme ça? Parce que ce sont des situations, j'imagine, plutôt dramatiques qui sont mises en jeu. Hein. Ce sont des situations difficiles qui sont mises en jeu. Ce ne sont pas des situations, il me semble, hein, ce ne sont pas des situations faciles, forcément rigolotes. Enfin, c'est vraiment plutôt des situations avec qui ont occasionné des vécus complexes, vraiment. Il me semble que ça peut venir de là. Mais il faudrait peut-être voir au niveau du théâtre s'il n'y a pas encore un autre sens. C'est le moment de faire une pause musicale. Alors je vous propose une pause qui propose de poursuivre dans les variations Goldberg, cette fois-ci jouée par un quintet féminin et hollandais, celle d'Homme Séné, pour une toute petite virgule sonore. Vous verrez, ce sont cette fois des instruments à vent, des cuivres. Alors ce soir, donc, en compagnie de Marie-Mercedes Erhardt, avec qui nous discutions longuement de la question du désir. La question des mots, de la question du psychodrame et de comment on entre en psychanalyse quand on explore le jeu, et que l'on a finalement affûté son oreille pour entendre bien d'autres choses. Tout à fait. Et ce qui m'a amené peut-être aussi à affiner mon désir. Enfin, c'est-à-dire que toutes ces expériences m'ont fait avancer sur le chemin de mon désir, qu'on ne connaît jamais complètement. On ne connaît jamais complètement quel est son désir, mais on avance, et en fonction de... Enfin, pour moi, quand ça se passe bien, quand cet avancement se fait sans douleur, même avec plaisir, eh bien, c'est que je suis sur le chemin de mon désir. Et il me semble que déjà la psychanalyse et le psychodrame ont réveillé en moi un désir qui était cette fois-ci d'accompagner et des étudiants et des adultes en formation. Alors peut-être aussi parce que je me retrouvais de nouveau dans une autre scène, celle dans laquelle j'étais petite, avec cette institutrice qui m'a permis d'éprouver tellement de plaisir et tellement d'envie d'apprendre.
À mon tour, j'ai eu le besoin ou le désir en tout cas, parce que c'était très fort, le désir d'accompagner à mon tour des étudiants et des adultes en formation. Le plaisir d'apprendre, de leur apprendre des mots, des textes, était vraiment quelque chose de très important pour moi. Et encore plus tard, mon désir m'a amené encore plus loin. C'est à ce moment-là que je me suis retrouvée sur les bancs moi-même de l'école et donc que j'ai repris des études universitaires. Et là, peut-être que c'était pour rejouer à nouveau la situation de quand j'avais 8 ans, qui était de me retrouver sur les bancs de l'école, mais cette fois-ci avec un réel plaisir d'avancer, avec beaucoup moins d'entraves, avec un choix d'études que je voulais absolument faire, qui était de comprendre aussi qu'est-ce que c'est qu'apprendre, quelles sont toutes les méthodologies qu'on peut trouver en pédagogie pour faire passer, pour transmettre, pour donner envie aux gens d'apprendre, d'avancer. Voilà ce que je voulais dire par rapport au désir. Mmh. Et donc j'en reviens au titre de votre thèse, échec dans les apprentissages, impossible à dire. Est-ce à dire que finalement les échecs dans les apprentissages, une des voies de pouvoir en sortir de ces échecs, c'est de pouvoir dire, c'est-à-dire que ça puisse devenir impossible à dire qui ouvre une porte, et que quand c'est impossible à dire, ça puisse confiner aux échecs et notamment à la répétition des échecs. Oui. C'est un peu comme ça qu'on peut l'entendre. Oui. On peut l'entendre comme ça, absolument, oui. Pour ça, donc, moi je dirais que la question du tiers, vous en avez parlé aussi au début, est importante. Je pense que si j'étais restée toute seule avec mes angoisses, avec mes appréhensions, voilà, je ne m'en serais pas sortie. Je pense que s'il n'y avait pas eu du tiers, et le tiers, c'était au départ l'institutrice, bien sûr la place dans ma famille, mais oui, pour avancer, je crois qu'il fallait vraiment ce tiers extérieur. Et après, qui a été remplacé par l'analyste, voilà. Alors cette question du tiers me fait rebondir sur quelque chose d'un peu plus sociétal et qui interroge l'importance de l'écart, de cette notion d'écart dans la société. La place du tiers, de ce que je disais en préambule, j'appelais ça le ternaire par rapport au binaire. Et le constat que ce ternaire semble actuellement comme escamoté pour viser une espèce de binarité. Alors c'est souvent, il y a une sorte d'équivoque là-dessus sur ce terme-là, il y en a qui le défendent, il y en a qui... on ne sait pas toujours de quoi on parle quand on parle de binaire, mais il me semble, j'avais consacré un article sur cette question-là, il me semble que le binaire s'éloigne du ternaire et a quelque chose à voir avec, on pourrait dire, pour reprendre un concept psychanalytique, la question de la jouissance. Et je crois que la jouissance, enfin, vous serez certainement d'accord avec, je crois que la jouissance, elle s'oppose au désir. Puisque tout à l'heure, vous aviez dit quelque chose qui est passé presque un peu inaperçu, mais très fin, c'est la question du chemin de mon désir. Je crois qu'on se trompe si on pense que le désir vise son aboutissement. Le désir, il vise à rester en mouvement, au fond. Ce qui est l'opposé de la jouissance, qui, elle, vise à une satisfaction pleine et entière. Oui, absolument, je suis tout à fait d'accord. Oui. Et cette place du tiers est vraiment... Enfin, Freud disait que sans le tiers, nous serions tous fous, psychotiques. Il entendait par fou la psychose. Le tiers est essentiel dans l'accession du sujet, vraiment. Et c'est aussi... Enfin, moi, je repense vraiment à ma formation et je pense au moment... à l'Oedipe. Enfin, l'Oedipe est essentiel. S'il n'y avait pas de tiers... nous serions tous aliénés à notre mère, on ne pourrait pas... Il n'y aurait pas d'interdicteur, enfin, il n'y aurait pas de tiers qui viendrait nous séparer d'avec cette mère. Et je pense que vraiment, là, c'est le chemin de la folie, par contre, et ce n'est pas le chemin du désir.
c'est le chemin de l'aliénation, mais à 100%. Et c'est chouette que ce soit une dame aussi qui dise ça, parce que souvent le procès un peu fait aux psychanalystes, c'est de dire que tout le problème est centré sur la mère, ce qui évidemment n'est pas du tout comme ça que c'est opérant, pour le dire comme ça. Mercedes, ce tiers, c'est le savoir aussi. Dans votre histoire et aussi dans l'histoire de l'humanité, nombreux sont ceux qui se désaliènent et qui se séparent parce qu'ils entrent dans le savoir. Et pouvoir dire « j'ai pas su savoir » dans l'échec scolaire, pour pouvoir apprendre, c'est encore une fois être porté par un tiers. Alors, je pense qu'il faut être prudent avec ça. Parce que ce qui m'a davantage permis d'entrer dans le savoir, peut-être dans la connaissance, enfin entre guillemets, c'est quand même parce qu'il y avait une institutrice. Parce que quand même il y avait du transfert avec cette institutrice. Je pense que le savoir tout seul n'apporte pas grand-chose. Pendant mon doctorat, j'ai pas mal lu les philosophes. Et c'est pas seulement leur écrit qui était important, c'était de connaître l'histoire des philosophes, d'entrer dans quelque chose, une relation presque avec le philosophe qui m'a donné envie d'avancer et de mieux les comprendre. Voilà, je pense que ça passe quand même par l'autre. Le désir d'apprendre passe par l'autre. Voilà. Et l'autre passe par la parole. Oui, par les échanges, enfin, il faut qu'il y ait... Oui. Oui, ça rappelle cette phrase un peu énigmatique de Lacan, mais qui me paraît tellement juste, quand il dit « le père, on peut bien s'en servir, on peut bien s'en passer, à condition de s'en servir ». C'est-à-dire qu'il y a des pères qui parfois sont pas là, ou sont partis, ou sont même morts. Et ce qui est important, c'est que le tiers, à ce moment-là, vive, mais au travers du discours, et notamment du discours du parent qui reste. Bien sûr, oui. D'ailleurs, j'aimerais citer à ce propos ce que disait Sartre aussi. L'autre est indispensable à mon existence, aussi bien d'ailleurs qu'à la connaissance que j'ai de moi. Et voilà, je trouve qu'il résume très bien l'importance de l'autre, quoi. Et de la connaissance, mais qui passe par l'autre. Pensez-vous que le travail de parole, au fond, n'aurait-il pas une fonction démocratique, voire anti-totalitaire ? Je crois que notre époque... est en train de surligner cette question-là avec beaucoup d'acuité et de douleur. Moi, je suis très surprise en ce moment. Je prends beaucoup les transports en commun depuis quelque temps et je suis effarée de voir le nombre de personnes qui sont suspendues à leur téléphone, à un écran. Et quand je m'approche un peu pour voir ce qu'ils font, parce qu'ils pourraient lire, non, ils sont sur des images, je crois qu'on appelle TikTok, enfin sur des choses comme ça, ou des petites scénettes, des choses qui n'ont pas beaucoup de sens. Et je me dis que là, ils sont dans quelque chose de binaire, et je trouve ça dangereux parce que c'est de nouveau des personnes qui sont dans une sorte de régression, enfin dans cette caverne, qui retournent, ou qui sont peut-être jamais sorties dans cette caverne. Et du coup, ils peuvent être instrumentalisés par n'importe qui. Le danger, effectivement, du totalitarisme, c'est ça. C'est moins on réfléchit, plus on suit, comme ça, bêtement. Moins il y a d'intervenants, moins il y a de l'autre, plus on peut être amené à faire et à dire n'importe quoi. Ça m'évoque la question de la fascination. Oui. C'est la même racine d'ailleurs qui a donné le fascisme. Le fascinus étant l'équivalent grec du phallus. Oui, je me rappelle de cette racine. Alors, on arrive un petit peu vers la fin de l'émission. Je voulais juste un petit peu lancer avant... peut-être un nouveau morceau, une nouvelle pause musicale, une question au sujet de la transmission aux générations suivantes. Selon vous, pour maintenir le désir, parce que c'est quelque chose qui a à voir avec la pulsion de vie,
quid d'un optimisme qu'on pourrait dire averti? Comment est-ce qu'on peut transmettre aux générations suivantes, je dirais, l'envie de vivre, la curiosité, le sens critique, enfin la soif de connaissance? C'est une question difficile, hein, parce que, alors, quand moi, en tout cas, quand j'anime des formations, une des choses qui me semble importante, parce que la plupart du temps, les étudiants commencent, ou les adultes en formation, commencent par ouvrir un ordinateur. Hein. Et donc, je pose un interdit. Je leur dis, non, là, vous n'avez même pas besoin de prendre de notes, ça va être un dialogue. Ce que je vais vous dire, je vous le donnerai par la suite par écrit. Donc là, vous allez simplement écouter et on va discuter, on va amener une discussion. Et dès que je vois des gens qui fatiguent un peu, qui baissent les yeux, qui s'endorment, je fais une pause où j'interpelle la personne en disant « Oh, là, je vois que vous êtes fatigué, je n'ai plus votre attention et c'est important que vous puissiez entendre ce que je vous transmets en ce moment parce que là, vous aurez des examens, pour X raisons. Et parce que le diplôme, il faut que vous ayez certaines connaissances. Donc, on va faire une pause. Mais voilà. Et après, on reviendra et c'est important. Ou alors, ce qui m'arrive aussi de faire, c'est d'animer, de faire vraiment du théâtre, de sortir une blague ou de faire un jeu de mots pour maintenir comme ça l'éveil, hein, les gens en éveil. Alors, justement, on va faire une pause. Nous poursuivons avec les variations Goldberg. C'était la surprise pour cette émission. Et dans une adaptation totalement inédite jusqu'alors, qui a été enregistrée à l'IRCAM. Elle a été réalisée par Raphaël Aguirre et c'est l'ensemble Tactus qui l'interprète. Donc un trio de marimba et un duo de vibraphones nous permettent de poursuivre l'œuvre, la découverte ou des variations autour de l'œuvre de Jean-Sébastien Bach. Et on reprend le fil de cette émission dans sa toute dernière partie et nous parlions avec Marie-Mercedes Erhardt
de la question de la transmission aux générations suivantes, de la transmission à vos étudiants, de ce qui peut faire, de ce qui peut susciter et nourrir le désir, et qui pourrait aussi avoir vertu anti-totalitaire, un petit peu comme selon l'échange entre Einstein et Freud, qui disait que tout ce qui lutte, tout ce qui va dans le sens de la culture lutte contre la guerre. Ça me fait penser à la phrase aussi de Jean-Jacques Rousseau. C'est pas sa phrase, mais ce qu'il mettait dans son livre « Essai sur l'origine des langues ». Il disait que la parole peut apaiser les tensions, les affects. Et effectivement, je pense qu'il n'y a pas mieux que la parole pour apaiser les tensions, quelles qu'elles soient. Voilà. Et pour ça aussi, donc il y a la parole, mais il y a aussi, pour les générations qui viennent, c'est aussi de leur proposer de relire, de lire, vraiment lire les philosophes, lire les poètes, lire les bandes dessinées qui peuvent nous amener très loin aussi, lire les polars, mais lire et échanger sur ces lectures. Je trouve que ça, c'est quelque chose qui peut faire revenir comme ça l'envie de vie et nous dégager des pulsions de mort. J'ai été très surprise, justement, toujours dans les transports en commun, récemment. Le bus était plein à craquer. Tout le monde, tous les jeunes étaient sur leur portable. Et là, il y avait un jeune homme qui devait avoir une trentaine d'années, qui avait un livre en main et qui lisait, qui en était presque à la fin, de Chateaubriand. Et qui lisait, et alors avec les gilets jaunes qu'il portait sur le dos. Et il semblait mais vraiment passionné. Et j'ai pas pu m'empêcher de dire à voix haute, regardez ce jeune homme. Mais c'est beau de voir aujourd'hui quelqu'un qui prend la peine d'ouvrir un livre et de lire. Et alors il y avait plein de jeunes filles qui étaient là. Je leur disais, vous ne trouvez pas qu'il est beau ce jeune homme? Il donne plus envie de le rencontrer que de rencontrer les images que vous avez sur vos téléphones. Bon, voilà, ça a été mon petit moment de bonheur à moi. Comment ont-elles réagi? Elles ont souri, elles ont rigolé. Oui. Pendant un moment, elles se sont éloignées de leur portable. Et voilà, donc peut-être que aussi on manque d'exemples parmi les jeunes. Peut-être que s'il y avait davantage de jeunes qui avaient ce courage, comme ce jeune homme, de prendre un livre et de lire, peut-être que ça ferait, par mimétisme, par identification, par désir de plaire, peut-être que ça redonnerait comme ça un élan de vie et envie de sortir de la caverne. Ouais, justement, le chemin, comme ça nous parlions du savoir et de la connaissance, et il y a, je pense, une nuance entre les deux, m'évoque le poète espagnol Antonio Machado qui disait il n'y a pas de chemin, no hay camino. El camino se hace caminando. Le chemin se fait en marchant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un savoir préconçu et aliénant sur le désir de l'individu, mais c'est à lui de construire le sien pas à pas. Alors, j'aimerais vous remercier beaucoup d'avoir accepté ce moment de parole, de nous avoir fait part de quelques-unes de vos lézardes. Il y en a peut-être d'autres. et d'avoir contribué à nous éclairer, à faire réfléchir un petit peu sur cette dimension humaine et biographique et ce parcours de vie de tout un chacun. Merci beaucoup Marie-Mercedes Erhardt d'être venue. Merci à Michel et à Nicolas. Merci à vous. Et cette émission que vous avez écoutée sur Pinode voyagera peut-être sur d'autres radios. Le dit ne va pas sans dire. 8e émission. Nous nous retrouverons dans un mois pour la 9e et avant-dernière. Le dit ne va pas sans dire. Une émission proposée par Michel Fournier.